Bien, bonjour, nouvelle vidéo pour continuer l'analyse des documents de Scott Wolter. Voilà, petite, partie 2. On va parler aujourd'hui notamment de la hampe, qui est pas le terme que je choisirais, mais c'est, parce que à mon avis, fait trop référence au puits de la fortune. Enfin, je pense pas qu'on soit dans le puits de la fortune. Enfin bon, c'est un mécanisme, d'obstruction des canaux, donc on va voir ça, comment il a été construit un petit peu, comment il fonctionne et à quoi un peu ça peut servir. Alors, les différents plans de représentation aussi. C'est-à-dire que je pense que sur ce document-là, on a des plans, verticaux et horizontaux et une partie du plan qui n'est que, horizontale, mais qui a été disposée de façon, aussi sur ce papier, peut-être par manque de place ou par, facilité de transport. Voilà. Alors, on va aller tout de suite sur le schéma, suivant, donc la diapositive suivante, par exemple. Donc dans la première vidéo, j'avais parlé ici, de l'orientation avec le compas et parlé ici de l'entrée, du tunnel avec les différents aspects, notés sur le schéma. Aujourd'hui, eh bien, on va voir un peu ce qui est, ici, la hampe, donc ce système, vous voyez ici, d'obstruction. On va voir un peu comment c'est composé, comment ça peut fonctionner et ce que j'avais appelé dans l'introduction, là, le plan, hein. C'est-à-dire que moi ici, je pense que c'est du plan vertical horizontal, c'est-à-dire qu'on voit ici la descente, l'horizon et cette partie-là, eh bien, elle descend pas, c'est-à-dire que le liquide ne va pas descendre ou les plans ne descendent pas. Ils sont devraient normalement être représentés ici dans le prolongement sur un plan, horizontal. Ah, on va aller voir ça, là, qu'est-ce qu'on va voir? Ah oui, et cette partie ici qui est assez obscure, qui est un peu bizarre, sur lequel j'ai une hypothèse. Franchement, c'est une hypothèse, il y a pas de certitude, mais ce qui me fait penser, enfin qui va me donner naissance à mon hypothèse, c'est la position ici, entre, la rampe, complètement constituée, celle-ci en morceaux et là je pense qu'on va avoir à faire un système d'assemblage et je vais en parler brièvement parce que c'est pas vraiment avancé le schmilblick pour savoir où est le trésor, mais c'est pour lever un peu un doute, une ambiguïté et qu'on cherche pas trop, des trucs un peu bizarres, je vais au moins soumettre quelque chose là-dessus. Alors aussi sur ici, la rampe, on a des inscriptions qui sont vraiment, gold overlay wood, alors c'est pas d'or, c'est d'or, donc en anglais qui va être, ici, le revêtement en or pour le gold overlay et sur le bois simplement. Ouais, j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'ici, il y a de l'or, je sais pas trop, mais pourquoi un revêtement, est-ce qu'il y a un revêtement partout ici? En sachant que l'or, si nous on suppose que dans notre schéma, eh bien, il baigne dans l'eau de mer, ou qu'il est contact avec l'eau de mer, c'est pas la meilleure matière, quoi. Même si l'eau de mer ne va pas, corroder l'or, hein, c'est-à-dire la changer un peu sa structure, sa modification chimique, elle va surtout, l'éroder. C'est pas très conseillé de se baigner dans l'eau de mer avec des bijoux en or parce que les chlorures de l'eau de mer vont attaquer l'or, le ternir et l'éroder. C'est-à-dire qu'en fait, on va perdre des petits morceaux, il va s'en aller. C'est peut-être ce qui fait que dans le show, des frères Laguna, ils ont des fois les pics dans les prélèvements qu'ils font avec des taux d'or en disant: «Ah, c'est sûr, on a, trouvé le trésor, voilà, il y a des taux d'or, anormaux pour l'endroit où il se trouve». Si ça tombe, c'est des particules ici d'or qui se sont détachées ou qui se sont dissoutes, au cours du temps. Alors, on va attaquer tout de suite directement sur la rampe. Alors, la rampe, ici, j'ai mis un schéma, de la rampe, complète telle qu'elle est dessinée et ici, j'ai fait une reproduction un peu plus claire, nette pour qu'on ait, une meilleure vue de ce qui se passe et dans le milieu ici, ben, on a fait quelques coupes pour voir un peu comment ça peut se passer. Ce qu'on sait, sur le tunnel ici, la rampe, c'est qu'il est grosso modo à 1,80 m sur 1,50 m. On a des indications sur le schéma un peu plus haut, dans la présentation qui montrent, ça. Donc ça nous fait un couloir, vous voyez, un petit peu, comme ça et ici, là, à peu près la taille d'un homme normal, d'une personne normale et donc ça vous montre un petit peu le volume et l'occupation que ça a, dans ce tunnel et vous voyez qu'ici à l'échelle, hein, tout ça c'est relativement à l'échelle, on a, la rampe là, ce petit rond ici, donc vous voyez, c'est pas très grand en fait comme système. Ce que j'ai symbolisé ici par le bleu, c'est ce qui est ici en haut, donc c'est un peu le support sur lequel se trouve un bout de la rampe, hein. Vous voyez qu'ici, il y a un petit support sur lequel le bout arriverait, donc c'est ce qui est représenté, là sur le schéma que j'ai retranscrit et en dessous ici, on a une espèce de système, d'étanchéité. Voilà, donc c'est ce que j'ai appelé ici l'étanchéité, ce qui suppose que dans le conduit ici, effectivement, on pourrait avoir des infiltrations d'eau. Là, je vous ai mis un morceau, complet à peu près à l'échelle, donc voilà ce que ça donne, une tige d'une section de 10 centimètres sur 1,50 m
et j'ai fait des bords érodés parce que, c'est plutôt dans une faille, ça n'a pas vraiment été creusé, on n'a pas puisé quelque chose, de très, rigoureux, on l'a simplement introduit. C'est pour ça que dans le système, on va avoir à peu près à ce niveau-là, un fond de fût de tonneau, qui va, diriger, la tige jusqu'en bas pour éviter qu'elle breloque un peu dans tous les sens et au bout ici, un système, heu, pareil de maintien et d'étanchéité ou d'isolation. Voilà. Alors, on remarque la première chose ici, c'est qu'on a un petit décochement. Un petit décochement ici au-dessous de ça, ben, c'est pas mal parce que ça va nous permettre d'avoir de l'espace pour pouvoir manipuler, la roue. Voilà, ça c'est à l'échelle, ça fait 1,50 m. Ici, donc vous voyez si on la met, à être assemblée, voilà, on a besoin d'un petit des petits décochements pour pouvoir, procéder, à l'assemblage. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce système-là? Oui, du coup, en dessous, j'ai mis, l'étanchéité, donc voilà un peu comment ça va se construire. Alors on sait que ça va se construire par, différentes, tiges de train, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, ils ont détaillé les morceaux qu'on va assembler. Donc ici, avec la 1re étanchéité au niveau, du fût, du bas du tonneau, hein, qui servira de guide et on voit qu'ici, ici aussi, on a un système d'étanchéité et de raccordement. Qu'on va avoir une tige alors pas d'un bloc, parce qu'on va avoir une dizaine de points de fragilité, ceux qui sont en fait les éléments. À chaque fois qu'on va assembler ici, ben, on va avoir, des potentiellement, de la déviation, de la déformation qui va se créer, voire de la rupture. Donc cette tige en elle-même, elle est pas spécialement, solide, quoi. Il y a des vrais risques de faire quelque chose de la casser. Voilà. En tout cas, il faut l'assembler par, train. Alors, on va revenir sur la photo ici, enfin sur l'image ici. Donc vous voyez, on a besoin d'un espace pour faire cet assemblage. La deuxième vidéo ici, c'est que, dans la construction ici, on remarque qu'il y a, vous voyez, alors on a une espèce de poignée, ou au moins quelque chose qui sort de la tige en elle-même. On voit ici qu'elle a l'air de pouvoir monter ou descendre et on voit ici qu'on a des espacements avec, des dimensions. C'est cette partie du schéma des documents qui nous sont présentés, ben, ils sont assez bien cotés. Donc, ici on voit la section, donc on a, un demi pouce, donc on a un faible trou en fait ici ou un faible espace qui, fait 1,5 cm et ici on a, 6 pouces, donc on a une vraie distance entre le premier trou et le suivant et après, ça disparaît un peu cette notion de distance. Alors on peut supposer que ça soit partout, mais je pense que ça aurait été noté. Je pense que l'important c'est, l'espace entre, le premier et le 2e trou ici. Donc je les ai, représentés un peu à l'échelle, donc avec un niveau et on voit qu'on en a 3. C'est, répertorié où est-ce qu'on peut le voir un peu mieux? Ouais, voilà, c'est ici. Bah, de toute façon, c'est le même schéma que j'ai repris, mais ça doit être dans le schéma complet. Oui, alors il faut zoomer un petit peu et on voit que, vous voyez, c'est pas représenté très régulier. C'est-à-dire qu'on en a 2 rapprochés et un plus éloigné. Donc c'est ce que j'ai essayé de reproduire ici, si je reviens sur le zoom normal. Donc on en a 2 rapprochés et un éloigné et on peut supposer que ça indique des, niveaux de levée, de l'ensemble, donc jusque 3 niveaux. Donc effectivement, en dessous, on va avoir des niveaux d'écoulement, on va ouvrir un petit peu, moyennement ou, totalement. Voilà. Cette hampe, elle est positionnée sur quelque chose, c'est ce que j'ai représenté, sur l'autre schéma. Elle n'est pas directement dans un trou ou au sol. Il y a une petite plateforme, en fait, de manœuvre. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'on doit tirer ou est-ce qu'on doit, tourner cette hampe? Alors, si on doit, tirer la hampe, on va faire un petit peu de calcul, c'est-à-dire que, vous avez vu que l'espace est assez restreint. On a une colonne qui va faire 15 mètres assemblée d'éléments. On a des indications comme quoi ça serait, complètement, en fer. C'est-à-dire que c'est marqué là, ici, vous avez iron rod, donc ce qui fait une tige complètement en fer. Est-ce que c'est réaliste d'avoir une tige complètement en fer? Déjà, il faut, la forger, l'assembler et puis, ça va peser un poids, terrible. Donc on va regarder ce que ça fait.
Si on fait un petit calcul de volume et de densité là-dessus, une tige en fer d'1,50 m sur 10 centimètres de section, ça va peser 370 kilogrammes, ce qui est énorme. C'est-à-dire que si on a un train complet d'une dizaine d'éléments, comme c'est marqué, dans l'inventaire, on va avoir 3,7 tonnes de rampe. Alors c'est très bien pour fermer, mais dès qu'on va devoir la soulever ou la manœuvrer, ça va être un véritable enfer. On peut aussi donc supposer qu'elle soit en bois, donc on a du chêne un peu partout, on va supposer que ça soit en chêne. La densité du chêne, elle est bien moindre que celle de l'acier, enfin du fer, mais vous allez voir que du coup, ça va faire des éléments, chaque élément va peser 38 kilogrammes. C'est déjà un petit peu mieux, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir, mieux manœuvrer dans l'espace restreint qu'on a, ici, hein. C'est-à-dire qu'il faut commencer à soulever ici, 370 kilogrammes ou 38 kilogrammes, ça fait quand même une sacrée différence. Un élément de 38 kilogrammes, ça se manœuvre mieux et surtout ça va s'assembler beaucoup mieux qu'un élément, très, très lourd et qui va être instable. On va revenir sur notre petit calcul. Comme on a iron rod, l'ensemble en fer étant beaucoup trop important, on va faire, 10 éléments ici en bois, sur lesquels on va déjà avoir un poids respectable de 380 kilogrammes et si on ajoute juste un élément en fer histoire de rigidifier l'ensemble, on est déjà quand même à 712 kilogrammes, ce qui est, à mon avis, beaucoup trop, beaucoup trop. Donc on pourrait, quand même pour réaliser cet assemblage et avoir quelque chose qui soit manœuvrable, assemblable et ensuite, qu'on puisse, comme dirais-je tout à l'heure, manœuvrer, donc bien le faire. J'ai pris, 5 bois les plus légers du monde. Alors ça, c'est des sources, sur internet, Wikipédia. Donc on va voir un peu que les choses sont bien faites. Le tuya canadien, qui va avoir une densité entre 450 et 500 kilogrammes, assez proche, du chêne. Le chêne allant de 500 à 800. Les calculs que j'ai faits, c'est avec la densité la plus forte de chêne à 800. Ici, on est quand même pratiquement à la moitié. On va avoir aussi de l'épicéa, un sapin blanc. Alors le tuya du canadien évidemment, on va le trouver au Canada, ça tombe bien, c'est là que se trouve, Oak Island. Que lui, on va trouver, dans les Alpes et un peu dans les Carpates, qui a une densité un peu moins faible. L'ennui de ces épicéa, c'est qu'il craint l'humidité. Or, on sait qu'on va être dans un milieu immergé et toujours, emprunt à l'humidité, donc ça va pas vraiment convenir. On a du peuplier baumier qui lui vient du Canada, qui est aussi pareil sur la limite basse de densité. Même chose, il craint l'humidité. Donc, ça serait pas le meilleur choix. Le bois de Paulownia, cette espèce est originaire d'Asie d'Est, mais a également été plantée de manière intensive en Amérique. Donc ça fait partie des bois qui ont été implantés, exportés. On sait qu'au Island, les natures de chênes qui sont sur Oak Island ne sont pas du Canada, elles ont été amenées aussi. Donc cette possibilité d'importer un bois un peu exotique, elle n'est pas totalement délirante, quoi. Donc et en plus, ils l'ont mis aux États-Unis, enfin assez en Amérique du Nord. Et là, on commence à avoir une densité, bien plus intéressante de 260 à 280 kilogrammes par mètre cube. En plus, une de ses spécificités, c'est que c'est résistant à l'humidité et à la pourriture. Ça, ce type de bois-là, ça serait relativement idéal pour construire, la hampe et du coup, on aurait des poids bien moins. Le dernier bois, très léger, c'est le bois de balsa. Je l'ai cité, mais on va quand même l'éliminer assez vite. C'est une espèce tropicale d'origine américaine qui a un poids très, très léger, mais alors c'est très fragile. C'est pas assez solide pour être percé par des vis et des clous. Or, dans le schéma du dessus, on a bien vu qu'il y avait des assemblages et que ce bois-là ne tiendrait pas. Alors, pardon, on va refaire le même petit calcul, c'est-à-dire que je vais le faire avec le tuya du Canada, en prenant sa densité, puis je vous ai mis la dureté ici pour le comparer avec le bois du Polonia. Donc on va arriver à un élément d'1,50 m taillé de 23 kilogrammes. Alors ça, c'est franchement ce qu'on souhaiterait. Et du coup, un train d'éléments complet à 231 kilogrammes, ce qui devient déjà beaucoup plus raisonnable pour le manœuvrer, soit le lever, soit le baisser. Le deuxième comparatif ici, c'est que le bois de Polonia, j'ai mis la dureté parce qu'elle est assez comparable à celle du tuya canadien. Donc qu'on prenne l'un ou l'autre, on va avoir la même rigidité, la même solidité pratique, sauf qu'ici, on a un poids encore moindre parce qu'un élément va faire, 13 kilogrammes et du coup, sur 10 éléments, on va avoir 132 kilogrammes, pratiquement moitié moins. Et là, 132 kilogrammes, ça devient beaucoup plus réaliste. Je vous ai mis ici un petit peu les caractéristiques et l'utilisation de ces bois. Donc en construction de clôture en bois, très bien, fabrication de poteaux électriques. Donc vous voyez les poteaux, ça se fait.
Les poteaux électriques sont beaucoup plus gros que les poteaux qu'on peut enfin de section plus importante que celles qui sont normalement constituantes, de la hampe. Fabrication de canoë, bah oui, parce qu'on a une bonne résistance à l'humidité et la pétrissure. Charpenterie extérieure, donc c'est du matériau qui se travaille, et qui rentre tout à fait alors à travers le chemin de fer, ça peut-être pas trop, mais fabrication de papier non plus, mais bon, ça faisait partie des utilisations de ces bois. Voilà, donc ça rentre parfaitement dans le cadre qu'on est en train d'étudier et ça pourrait tout à fait convenir à la fabrication, de la hampe. Donc si on a un système comme ça, je pense qu'on part pas sur du chêne qui est bien souvent, trouvé sur Rocaland, hein. Dès qu'on trouve du chêne, là, bah, voilà, ça appartient à la construction des tunnels, choses, mais qui sont pas non plus la même vocation, qui sont des vocations de soutien, d'étaiement, et donc du coup, ça a besoin de plus de résistance et de densité. Mais là, pour fabriquer cet élément particulier, le tuya canadien fonctionnerait très bien. Forcément, on en trouvera sur place. Et je dis le bois de Polonia qui est aussi très intéressant, mais qu'on peut exporter facilement parce que ça a été fait, quoi. Elle est originaire, mais ça a été massivement implanté et exporté aux États-Unis. Alors, on va avancer ici sur la constitution de ce train d'éléments. Et on a un schéma un petit peu particulier ici qui est repris dans les plans. Je vais vous le remontrer, c'est décrit ici. Donc c'est ce que je vous montrais ici, cette petite zone-là. Et ce que je vous disais, c'est que c'est ici la réalisation complète, avec des indications, et ici du détail de construction, mais entre les deux, ils ont inséré comme ça un élément, parce que je pense qu'il faut avoir une pièce spécifique ici pour réaliser l'assemblage. Parce que ça doit être fait avec soin, ça doit être précis pour justement éviter les torsions et pour éviter les casses, quoi. Et donc, on nous met, de façon très sommaire ici, un outil. Pourquoi j'ai pensé à ça? Parce qu'on a ici un premier train ici, vous voyez avec les petites encoches qui sont la même chose que là. Donc je pense qu'on a une partie d'éléments, là, on n'a pas besoin de continuer puisque on a la même mais inversée, en haut, hein. Donc vous voyez ici, en fait, on aura une reprise d'ici, et de bas, donc on aura cet élément-là. Et en dessous, on voit bien que la tige continue. Et ici, c'est décalé. C'est décalé parce qu'en fait, on va les positionner ici et on va assembler comme ça. Alors, c'est de la spéculation. J'ai imaginé un outil qui conviendrait, ou un système d'outils qui conviendrait, pour montrer que c'est possible et que ce petit schéma-là, il va représenter ici, en fait, un système d'assemblage. On a un décalage ici, vous voyez, entre les 2 tronçons, selon un axe. Donc ça, on peut imaginer ici qu'on ait, un axe qui ça puisse tourner. Moi, j'ai découpé cette partie-là en 2 morceaux. J'ai une partie haute ici et une partie basse et ici, j'ai mon axe, de rotation. Alors, je reprends là, comment je vois ça? C'est-à-dire qu'ici, on a une tige de 10 centimètres. Vous voyez, c'est pas très, large, hein, ça fait, vous prenez votre main, vous faites un semblant de rond avec votre main, puis grosso modo, vous avez, le diamètre, de la tige. On introduirait la tige du premier de l'élément ajouté par le haut et en bas ici, on aurait déjà la tige ou la première tige, qui descendrait, dans le puits. Voilà, je l'ai représenté vu de dessus, pour moi c'est quelque chose d'assez rond et ici vous avez l'axe, de rotation. Donc le bas ici, donc représenté avec le quart de rond, enfin le demi-rond ici et le haut ici avec le demi-rond, donc cette partie, là. Le schéma suivant. On va aller assez vite là-dessus parce que c'est pas très intéressant pour nous trouver, le ou avancer sur l'emplacement du trésor, des choses, mais ça permettrait de montrer que ce petit bout de schéma-là, c'est en fait un outil d'assemblage. Voilà, donc on a la première partie qui est en haut ici et la deuxième partie qui est en bas. C'est un peu la figure que j'avais ici. C'est ce que j'ai appelé la première phase, l'introduction. Vous voyez, on le descend ici et la deuxième phase, c'est le serrage. C'est-à-dire que partie ici en bas, on va la faire pivoter et cette partie qui est fixe va venir se mettre contre la tige du bas et la bloquer. C'est ici, vous voyez, on va la bloquer. La troisième partie, la troisième phase, ça va être l'alignement. C'est-à-dire que cette partie-là, on va faire pivoter le cercle qui va amener cette partie ici de l'autre côté. Et du coup, par symétrie, on voit que quand on fait pivoter comme ça, on va avoir les deux éléments qui vont venir se positionner. Ils vont pas bouger, ou très peu bouger, ou moins bouger, mais ils vont être beaucoup plus stables que si on le faisait à la main parce qu'ils sont pris dans un outil. D'accord?
Ici, chaque fois, je vous ai mis une petite, flèche, on voit en haut, ici et là. Pour moi, ça va être les repères d'assemblage. Sur la partie, la phase 4, ici, on va avoir l'assemblage. C'est-à-dire qu'on va venir mettre ce qu'ils appellent les pins, là, les 2 clous pour, assembler, le tout et ensuite, sur le dernier schéma, on va voir que le dernier schéma va arriver ici. Une fois qu'on l'a assemblé, on va desserrer, enlever le frein ici. Le train de tige va descendre, on va l'arrêter parce qu'on peut le maintenir aussi par en bas, du fait qu'il y a un espace, jusqu'à ce niveau-là, pour ensuite reverrouiller le système, c'est-à-dire rebasculer ici, maintenir le train. Ici, cette partie-là, la faire basculer ici, remettre une nouvelle pièce et on recommence. C'est-à-dire qu'on rebascule ici, on cloue les 2 éléments ensemble, on desserre le frein, on descend la partie, on referme, on retourne ici et on ajoute, ainsi de suite. Et ça, cet outil-là, c'est indispensable franchement pour pouvoir aligner, assembler le train de tige de façon, rigoureuse et constante et solide, quoi. Parce qu'avoir une grande tige de 15 mètres de long avec, 10 points de faiblesse, faut vraiment qu'on ait une bonne précision pour que ça puisse fonctionner et que ça puisse durer dans le temps. Alors, maintenant, comment un peu ce système de tige, il peut fonctionner? On voit dans le système général, je vais revenir là, que la tige ici, elle va couper, un tunnel. On voit que ce tunnel ici, il va être alimenté par l'eau de mer puisqu'on a, heu, une canalisation ici. On a une box pour l'instant, ça reste assez mystérieux le système, mais on voit bien que ça va aller dans un réseau et dans ce réseau-là, du fait qu'il y a une entrée et une sortie, on va forcément avoir, de l'humidité, enfin des fluides qui vont couler donc ça, c'est un système de robinetterie, de vanne, d'écluse, un peu comment on peut l'appeler et donc on va regarder un peu potentiellement comment ça peut marcher et à quoi ça peut servir. Voilà. Alors, schéma théorique supposé. Déjà, on va regarder un peu la nature du sol ici. Donc ça, j'ai fait une représentation de cette grande tige ici, qui sur, les schémas nous la détaille et la vaut plus grande que les tiges de conduite ici. C'est-à-dire que la dernière tige ici, on n'a pas vraiment de longueur dessus, mais si on se réfère aux indications qui sont marquées ici sur ce côté-là du tunnel, on a grosso modo, pareil, 1,80 m de haut. Après sur la largeur, on ne sait pas trop et ici, voilà. L'ensemble nous donne un tunnel assez, identique, c'est-à-dire que de même hauteur, probablement même section. Mais c'est pas certain. Parce qu'ici on a de la roche, tendre et ici on a un tunnel naturel. Ça, c'est écrit dessus. Donc ici, sur la roche tendre, du fait qu'on est descendu par le puits, de ce côté-là, on a pu tailler, à faire quelque chose de sympa et de l'autre côté, on s'est un peu servi de ce qui existait. Donc on n'est pas du tout sûr des largeurs, du tunnel, même si on peut l'être un peu plus de la hauteur. Et dans l'intersection des 2, en fait, ils ont mis quelque chose en séparation du soft rock et du natural tunnel. Donc à partir de là, ils ont pu implanter, on voit des grandes tiges de bois, donc là je suppose que ce sera plutôt du chêne et au milieu il y a, le train, de tige qui descend avec la partie qui va faire un petit peu bouchon et par là normalement on devrait avoir, l'évacuation des fluides. Bon, c'est complètement théorique, mais je pense que ça fonctionne assez comme ça. Du fait qu'on a une petite, section ici, on l'a vu plus haut, je vais vous la remontrer, rapidement. Vous voyez dans l'espace ici, les petites sections, on a un tunnel d'1,50 m. Si vous voulez boucher quelque chose, vous pouvez pas garder cette, section, cette largeur ici. Il faut forcément avoir une réduction ici pour pouvoir amener à boucher de façon, efficace sans subir, trop de pression de partout et que l'ensemble, se casse ou se vrille. Voilà, donc grosso modo, voilà comment, je pense qu'ils ont implanté, les choses. Alors pas pareil, j'ai mis les mesures ici, mais elles sont purement théoriques, quoi. Je pense qu'une épaisseur de 10 centimètres d'un côté et de l'autre sur 1,50 m, ça permettrait de tenir la tige relativement droite. On sait que sur les schémas, on le voit ici, il y a une petite encoche de manière à ce que ça descende légèrement. Voilà et ça vienne obstruer l'ensemble du couloir. Hop, 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 la vidéo suivante. Alors comment ça va marcher? Comment ça va marcher avec ce système-là? On a 2 possibilités. L'ouverture en levant la vanne. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé la vanne ici et donc vous allez pouvoir la faire monter ou descendre en tirant sur le train de tige. C'est pour ça qu'on avait besoin d'un poids qui soit pas énorme. Si vous avez un ensemble de tiges qui fait 7 tonnes, c'est impossible à lever. Déjà 300-400 kilogrammes, ça va être très, très dur.
200, 130 kilos, on commence à devenir sur des choses raisonnables qui peuvent être manœuvrables dans ce sens-là. Surtout sur des faibles distances. On a vu que les repères, ils étaient espacés, mais assez courts. Donc on n'a pas besoin d'une grande ouverture. Ce qui fait que sur mon schéma d'écoulement ici, lorsque je dégage la tige ici, eh bien j'ai un flux qui peut passer là de façon efficace sans encombre. Ça, c'est la première possibilité. Ça a un inconvénient, cette possibilité ici, c'est l'étanchéité du manchon. C'est-à-dire que ici, on va faire bouger ou l'ensemble du manchon, on va faire bouger à travers le manchon, qui est un système d'étanchéité. C'est marqué sur les plans, il y a on peut combler ici, et sur le système plus haut, où on passe à travers le fût, le fond du tonneau, c'est jamais bon d'avoir des systèmes comme ça qui vous montent et qui descendent. Ça peut gérer une usure plus importante que si on a des systèmes qui tournent. Ça, c'est la vidéo, la page suivante. La deuxième option ici, c'est pas de lever, mais c'est de faire pivoter la tige sur elle-même. Même chose, on a par le bas un sens d'écoulement avec ouais, potentiellement euh, des fentes ici, et donc du coup on a une espèce de vanne de quart de tour, c'est-à-dire que suivant comment vous positionnez, ici on est ouvert, donc c'est la même chose qu'on a là, mais ce qui fait passer ici c'est ce côté-là, et là on a ouvert, et là il suffit simplement de faire pivoter d'un quart de tour pour fermer la vanne, et du coup on a une obstruction. Alors, faire pivoter, ça va être un peu moins risqué que de monter et descendre, parce que déjà on va pas toucher au système d'étanchéité, et par contre, il faut vraiment avoir super bien assemblé ces éléments-là, de manière à ce que ça ne se casse pas et ça ne vrille pas. Donc, une amplitude de mouvement très réduite, en faisant juste un demi-tour ici sur la poignée, ça peut être suffisant. Non, je dis une bêtise, même un quart de tour. Un quart de tour sur la poignée, ça peut être largement suffisant. Il peut aussi y avoir un mix des 2. C'est-à-dire on peut, à la fois soulever pour dégager de l'encoche et faire tourner pour que, ça puisse, passer, et que lorsque c'est retourné en position fermée et baissé, on verrouille ici le passage. Voilà, allez, ça c'était juste une théorie pour expliquer un petit peu le fonctionnement. Si un jour on la trouve, on saura à peu près comment ça fonctionne. Ma deuxième vidéo, ma diapositive suivante, en fait, c'est une vérification de l'hypothèse que j'avais faite, de dire qu'il y avait un mélange d'eau douce et d'eau salée. Est-ce que ça pouvait influencer la densité d'eau douce et d'eau salée pour pouvoir faire monter le coffre hydraulique, juste par différence de densité. Alors, la différence eau salée, eau douce, ça fonctionne. Quand vous mettez ça dans un bocal, vous mettez de l'eau salée en bas et de l'eau douce en haut, les eaux ne se mélangent pas. C'est pas aussi net que lorsque vous mettez de l'eau avec de l'huile, il n'y a pas de viscosité aussi qui rajoute, mais ça marche. Et ça marche aussi sur un plan horizontal. Ça, on le constate dans la nature. Lorsque vous avez des fleuves qui se jettent dans l'eau de mer, on voit des fois très bien, très nettement, sur les vues satellites, les différences d'entrée de l'eau douce des rivières dans l'eau de mer. Et donc, cette différence de densité, elle peut s'exploiter. Je pensais que ça pouvait marcher par un courant, c'est-à-dire qu'il suffisait de créer un courant pour déplacer l'eau salée, pousser l'eau douce et inversement, de manière à changer la salinité au niveau du coffre hydraulique. Après, il faut quand même mettre un peu des chiffres là-dessus, et c'est là que la science et les mathématiques vous rattrapent et dire c'est bien beau de délirer, mais quand même, il faut être un peu raisonnable. Donc, on a ici la poussée exercée par l'eau douce qui est de 1000 kg, et ici de 1025 kg. On va mettre un bloc de chêne d'un mètre cube, du coup qui va nous peser 550 kg. Lorsqu'on va le mettre dans l'eau douce, la flottaison, elle va s'équilibrer dès que les 550 kg du poids du bloc de chêne, ils vont être repoussés par la poussée d'Archimède, hein, qui dit que tout corps plongé dans un liquide, hein, il déplace un volume d'eau égal au corps plongé, donc on va devoir équilibrer avec une poussée de 550. Ce qui fait qu'ici, on va avoir une immersion du cube de 50 cm sur 1 mètre. Si on fait la même chose dans l'eau salée exerçant une poussée plus forte, on va avoir moins de rentrée du cube, de 47 cm en fait, dès qu'on va avoir un équilibre sur les poussées par le déplacement d'eau. Et en fait, la différence entre l'eau salée et l'eau
douce, bah, elle est celle-là, donc 7,5 centimètres. C'est-à-dire qu'en fait, sur 1 mètre, on va gagner juste 7 pour une salinité ici, augmentée de 10,5 7,5 centimètres pour une différence de montée, on peut à peine y passer la main, quoi. Donc en fait, c'est pas du tout, réaliste de construire un système comme ça pour pardon, un déplacement aussi faible. Donc si l'idée était séduisante au début, et ben elle n'est pas intéressante pratiquement. Alors j'ai quand même pas trop abandonné cette idée d'eau salée et d'eau douce. La seule différence maintenant que je vois sur l'eau salée par rapport à l'eau douce, c'est en fait le point de congélation. C'est-à-dire que l'eau salée va geler beaucoup moins vite que l'eau douce. L'intérêt d'avoir de l'eau salée par rapport à l'eau douce, c'est que lorsqu'il va faire froid dans ces régions-là, ben, l'eau va pas se geler et donc du coup on va pas endommager le système. Parce que savoir que dès que vous avez de l'eau qui va congeler ou qui va se transformer en glace, on va avoir une expansion et du coup on va risque d'abîmer l'ensemble du système. Et donc l'eau salée sert à probablement un peu d'antigel. Alors pourquoi on a de l'eau douce? Des arrivées douces, on va voir ça. Alors, cette partie ici, c'est ce que j'ai appelé les différents plans de représentation. On voit que sur ce côté, là, on a ce que j'ai expliqué tout à l'heure, un axe, vertical ici, un axe horizontal. Donc, l'eau sur ce plan, elle est pas représentée coulant comme ça ici, en allant plus profondément. En fait, ici, ça s'arrête et normalement, s'il y a eu de la place sur le dessin, ça aurait dû continuer par là. C'est ce que j'ai représenté de ce côté, ici, cette, partie, horizontale. Pour moi, ici, le plan, ça exprime quelque chose de déjà réalisé ou quasiment en cours de réalisation. Et ici, on est déjà reste un peu sur une partie projetée. Déjà, on a beaucoup moins d'indications de distance, de taille, des choses comme ça, sauf sur certains éléments qu'on va voir plus en détail. Donc ça, c'est où je suis celui qui est en charge de cette partie-là. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Et là, je l'ai mis ici en annexe pour dire, oui, ça fait partie de l'ensemble et voilà ce dont j'ai besoin, mais ça m'intéresse moins. On va quand même essayer d'en sortir des choses. Alors, sur le sol, ici, donc ça, c'est sur ma vue verticale. Et ici, ce que j'ai appelé la côte, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas eu besoin de changer, il a tiré un même trait. Sauf que là, on sait que comme on est horizontalement, ce qui est ici, c'est la côte de l'île. Et puis, on a un plan horizontal. Alors, on va le regarder là. Donc ça, c'est ce que je vais représenter, c'est cette partie ici, qui va jusqu'à la relique, et on a une première valve ici. Et là, on voit une indication ici de distance, que j'ai appelé un puits potentiellement, et une deuxième indication de distance. C'est cette zone-là, ici. Donc je pense pas que ça soit de la profondeur, mais que ça soit juste du métrage. Alors j'ai appelé le monépite, éventuellement, mais je me méfie maintenant de ces dénominations et je préfère les dénominations de puits numéro 1, puis numéro 2, puis numéro 3, 4, ainsi de suite. Tant qu'il y en a, on sait pas trop combien il y en a. Alors pourquoi j'ai représenté les distances ici égales? Parce que on dit sur le schéma, ça a l'air d'être égal. Alors je l'ai vérifié, c'est-à-dire que j'ai tiré un trait, ma règle ici, vous voyez, elle va exactement là et elle va exactement ici. Donc je suis sûr que là, on a bien des distances à échelle et donc elles sont vraiment intéressantes. Là, ça indique qu'on a 185 mètres. Est-ce qu'on a 185 mètres au total ou de chaque côté? Je pense que c'est plutôt de chaque côté. Sinon, il y aurait une distance ici écrite. Enfin, ça aurait pas été noté comme ça. Alors, on sait qu'on va passer d'un puits ici, 185 mètres plus bas, on va descendre et on va arriver sur la valve de la porte numéro 2. Porte numéro 2, est-ce que c'est le puits numéro 2? Voilà. Pourquoi j'ai fait un petit rayon ici? Parce que si on a une valve avec une porte, à moins que ça soit une valve automatique, je pense qu'ici aussi on doit avoir une construction qui a déjà permis d'aller créer la valve. Ce qui semble quand même être sur quelque chose, vous voyez, elle est bizarroïde, c'est quelque chose pas vraiment taillé, de fait à la main. C'est un peu, ce qu'on pourrait peut-être avoir une roche naturelle. Mais bon, quand même, il a fallu l'aménager. Est-ce qu'on peut penser que c'est aussi une fissure naturelle comme il y a eu, à cet endroit-là, où on pense que c'est dans un découchement, naturel? Mais bon, à mon avis, il y a quand même un regard et puis il a fallu construire des choses, donc je pense qu'il y a eu un accès. Ensuite, on voit ici une indication sur laquelle est marqué 3 canaux. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'il y a une espèce de rapport, de choses apportées à un conduit qui a l'air assez principal et sur lequel on a ramené, des choses. Ce qu'on ne sait pas, c'est quel type de fluide ici coule et dans quel sens. Même chose ici, quel type de fluide, on ne sait pas. Juste qu'on sait que c'est rapporté, donc on peut penser que ça va aller dans ce sens-là, comme je l'ai indiqué ici. Ici, on a une troisième indication de canalisation, je vais la remettre là, avec des choses inscrites ici. Je les ai soulignées ici, mais c'est la même chose.
On a, tout swamp. Alors ça va c'est soumis à un petit peu à des interrogations. Est-ce qu'on est sûr de ça? Alors on est sûr de ce qui est écrit, ça c'est certain. Mais, il peut y avoir des interprétations probables sur tout swamp. Swamp, ça va être ce qu'on a appelé le marais. Donc est-ce que ça va aller au marais ou est-ce que ça vient du marais? Voilà. Et ici, on a une indication qui est to hatch raises to, enfin double X, X qui veut dire enfin ce qui voudrait dire pour éclore, monter de 6 mètres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de fait, c'est quelque chose c'est un projet. Voilà, si on doit faire un puits ici, parce que l'indication qui est là, par contre, celle-là, on la connaît, quoi. Elle est de 4 pieds et du coup, ça, c'est les 1,20 m de tunnel qu'on a retourné. C'est pour ça que je pense qu'ici, malgré ce plan horizontal, là, on a une représentation verticale. C'est-à-dire que là, on va devoir monter d'environ 6 mètres pour atteindre le sol. Ça voudrait dire que ce puits-là, enfin cette conduite-là, elle est 6 mètres sous terre, ce qui est pas énorme, hein, ce qui est pas énorme par rapport à l'ensemble du système qui généralement sont plutôt du double. En fait, dès qu'on commence à arriver sur les canaux, enfin sur les embranchements ici, vous voyez celui-là par exemple, on est quand même déjà à 10-12 mètres, puis après on va encore descendre. Donc ça, c'est pas très très haut. Puis il y a une indication ici qui dit ça vient du marais ou pas. L'anglais est un petit peu plus complexe que ça et notamment sur des je pense que les gens qui ont écrit ça, ils ont aussi fait une petite subtilité. To swamp, ça peut donner une indication parce que nous, on est fixé toujours il y a un problème aussi sur Oak Island, c'est qu'on se focalise sur beaucoup de choses, notre esprit on a du mal à voir un peu autre chose. Donc to swamp, on peut toujours penser que ça va aller ou que ça vient d'eux. Mais, to swamp, c'est aussi un verbe et ça veut dire inonder, ça veut dire submerger. Ça, c'est ce que je voulais ici. Du coup, je fais chaud à l'américaine. Hop là, ça j'ai coulé, voilà. Et ça, si c'est to swamp, le verbe inonder, ça veut dire que ici, dans ce plan-là, on a réellement noté un puits, une conduite d'inondation. C'est pas quelque chose, l'inondation n'est pas quelque chose qui était rajouté sur le système existant et qui a ouvert une vanne. Ça a vraiment été conçu et du coup, c'est pas anormal qu'ici, on a un puits de contrôle ou un puits de visite d'un système qui est inondé. La petite subtilité, c'est qu'on a caché le verbe dans la direction. Donc du coup, inondé, on a vraiment une conduite d'inondation, mais qui est aussi probablement reliée au marais. Les deux termes se sont masqués les uns et les autres. Ce qui fait un peu voir la lumière, c'est cette la notation ici qui pour éclore, il faut monter. C'est-à-dire que pour pouvoir contrôler ce puits, ben, il faudra créer ce puits. Pour moi, toute cette partie-là, elle est encore plus ou moins à créer. On a donné des indications du placement, mais on n'a pas vraiment de métrage et de fonctionnalité. On voit qu'ici, ça reste encore, bah, là, on a trouvé, c'est peut-être plutôt l'emplacement pour mettre la valve ici. Donc ça serait bien parce qu'elle est à 180 mètres, enfin 185 mètres d'un puits qu'on connaît, et du coup on pourra mettre la valve. Et puis déjà on sait qu'on va devoir relier à ce système-là, parce que là ça reste très très vague ici en fait. Oui, les proportions sont pas du tout respectées. On sait que ça va vers où voilà, à définir. Donc, on va raccorder cette partie-là à cet ensemble-là. Pour moi, tout ça, c'est un plan de raccord ici, ce qu'on appelle un assainissement, le plan de recollement ici, sur les différents éléments qu'on va remettre sur un existant. Et ça, c'est encore du projet, du projet. Voilà. Et du coup, on n'a pas vraiment de mesures précises. Mais je pense que l'ensemble, c'est assez ça. Ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'on a vraiment un système d'inondation contrôlable et que du coup, ça va nous identifier plusieurs puits. On a le puits ici qui a fait l'objet du gros du schéma, mais on a un puits numéro 2 ici et on a un puits numéro 3 là. Donc à minimum, on a identifié 3 puits sur ce schéma et peut-être un quatrième ici pour le contrôle de la valve ou la construction de la valve numéro 2. Peut-être qu'il n'existe plus, peut-être qu'une fois que la valve a été construite, il a été combler parce qu'il y a peut-être un système automatique qui fait que quand on a du flux par là, bah, elle se ferme, quand on a du flux par ici, elle s'ouvre. Ça peut aussi se faire. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas, mais je trouve ça très intéressant ici. Ce système tout swamp, ça serait vraiment génial si ça indiquait qu'il y avait un système dédié à l'inondation. Ça veut dire que système dédié à l'inondation, on pourrait trouver vraiment la vanne de fermeture ici ou d'ouverture là. Voilà, parce qu'il faut pas se leurrer que s'il y a un petit malin qui a découvert le puits, qui a commencé à fouiller, qui a déclenché le système de protection, ben, il faudra bien l'arrêter et puis vidanger tout ça. Quoi. Voilà. Allez, ça c'était l'hypothèse sur les différents plans.
Je vais revenir brièvement ici sur, le 3 Rock Channel. Hem, 3 Rock, moi, à mon avis, ça va donner, accès au puits numéro 3. Le 3, le 3, c'est celui-là et donc c'est, le schéma qu'on a en train d'étudier, c'est le puits numéro 3. Je me l'identifierai, c'est comme ça. Ici, il y a une zone fonctionnelle et une zone de détail. La zone de détail, c'est voilà ce que j'ai besoin pour construire. Voilà mes éléments, toutes la même taille ici, j'en ai besoin de 5. Je vais construire ça ici sur une entrée de la berge, qui va partir de la berge. Donc tout le système ici triangulaire qu'on a de la berge, eh ben, il démarre de la berge, mais il démarre pas de l'intérieur des côtes. Donc ça, c'est un peu curieux et ça voudrait bien signifier que ça va aller par là, quoi. Parce que ici, si vous avez besoin d'entrer, vous faites pas une zone ici un peu tampon, vous leur rentrez directement et vous avez votre zone d'entrée. Si on part sur un système de sortie, ça veut dire qu'ici, on va avoir de la pression, on va la disperser, la pression ici, on va la tranquilliser, la canaliser et on va avoir une sortie, retour vers haute mer par là. Mais éviter de complètement détériorer la sortie et de créer des tas de perturbations et d'être un petit peu plus discret sur les sorties. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la chute d'eau de 80 pieds, donc 24 mètres, passant de 18 pouces à 13 pouces de hauteur. Et ça, ce qu'on va constater, c'est que c'est la mesure de la box. Je vais les représenter ici. Vous voyez, c'est un schéma qui est là normalement et que on a détaillé ici. Ça va vous donner un triangle isocèle ici qui rentre parfaitement dans un carré. Et lorsque vous regardez ces dimensions-là, 33 ici, vous avez directement l'intérieur, ce qui est dessiné dans la box sur la face la plus faible et 45 centimètres. À mon avis, il n'y a pas de hasard pour que ces dimensions soient les mêmes. Pourquoi est-ce qu'on utilise aussi une conduite d'eau triangulaire? Ah ça, c'est plus pour l'installation. On est sur un lit de sable, c'est marqué sur le schéma. Donc pour donner un peu plus de souplesse. Mais par contre, on a toujours des pressions et des mouvements de terrain. Et là, sur le fait d'avoir une chose en triangulaire, c'est-à-dire qu'on va dévier les forces de pression sur le terrain et on va grandement faciliter la résistance des matériaux. Même chose sur le côté, lorsqu'on a des pressions, du glissement de terrain sur le côté, ici, ça va être déporté, les pressions vont être déportées vers le haut. Voilà, donc on a quelque chose d'assez stable par rapport à un dallot normal. Un dallot, c'est une conduite d'eau carrée ou rectangulaire. Si on a une pression ici, on est sur une surface qui est pleine, sur laquelle va s'exercer pleinement la pression, on va avoir des risques de rupture. Même chose sur le risque de fuite. Ici, on a des assemblages, donc on va avoir 1, 2, 3 ou 4 possibilités de fuite, alors qu'ici, on n'en a que 3. Voilà. En termes de transport d'eau, c'est pas l'idéal. Parce que transporter de l'eau dans une conduite, on la remplit jamais à fond. Il faut toujours qu'il y ait une lame d'air pour que ça puisse s'écouler. Et on a un rapport entre ce qu'on va appeler la surface mouillée, c'est-à-dire ce qui va remplir ici la conduite, et la surface sèche. Et dès que la surface mouillée va dépasser la surface sèche, on va avoir des troubles, des différences d'écoulement. Les lois de Bernoulli là-dessus expliquent ça très bien, enfin très bien, dans des calculs un peu compliqués. Mais c'est le principe d'hydraulique là-dessus. C'est la même chose, c'est encore plus visible sur une section ronde. Euh, je vais peut-être vous en dessiner une. Je peux en dessiner une? Oui, peut-être, je sais plus. J'ai un outil de dessin, sûrement, mais bon, là sur la vidéo, je vois pas. Mais si on a un rond ici, bah, le meilleur moyen de transporter l'eau, le plus efficace, c'est de remplir le tuyau à moitié. Parce que du coup, vous avez égalité sur les surfaces et vous avez une grosse lame d'air. Plus vous remplissez un tuyau, moins bien il va se vider. Faites avec l'expérience, vous prenez une bouteille, vous la remplissez à fond, vous la retournez. Dès qu'il n'y a pas de prise d'air, bah, la bouteille va faire glou, 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 glou. Chaque fois qu'elle va reprendre un peu d'air, elle va vider une partie. Dès que ça va se compléter, il va y avoir une repression et puis ça s'écoule pas bien. Alors que si vous la videz tranquillement, horizontalement, votre bouteille va très très bien se vider. Voilà, donc ça c'était juste un petit aparté là-dessus, sur la forme triangulaire, l'intérêt de cette forme triangulaire. Ici, donc, ah oui, ça je vous avais dit qu'il y avait 24 mètres de dénivelé, donc en fait, on a un bar de pression pour 10 mètres de colonne d'eau. 24 mètres, ça vous fait 2,4 bars de pression. Pour que ça vous donne une idée, la pression du robinet sur l'eau de ville, elle est de 2 à 3 bars à votre robinet. Donc vous voyez que la pression d'arrivée sur la box, elle n'est pas si énorme que ça, quoi. Et du coup, cette même pression-là qui se répercute, pardon, se répertorie pas, je raconte. Ici, bah, elle n'est pas fondamentale. Là, on a ici cette conduite-là avec une descente de 24 mètres. On va arriver à une pression pas folle, et là, bah, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose d'énorme pour pouvoir bien
résister à la pression et avoir des systèmes, d'irrigation, qui ont pas besoin d'avoir des matériaux, excessifs en résistance pour que l'ensemble tienne. Voilà, je vais revenir, ici. Voilà, c'est, la petite analyse du jour sur, une autre partie de l'ensemble du système, en sachant qu'il va me rester le plus, complexe. Le plus complexe, ça va être ces parties rouges ici, c'est comment peut bien fonctionner ce système-là en liaison avec le reste et ben, là, cette partie sur, la box, la relique, comment ça monte, comment ça descend. Je suis en train de partir sur des hypothèses en fait ici d'airlock, c'est-à-dire que on n'a pas de liquide ici. On va simplement remplir de l'eau et puis là avoir une pression d'air en fait. Et du coup, lorsqu'on a une pression d'air ici, on a quelque part un compresseur hydraulique net, enfin plus simple. Est-ce qu'on va pas pouvoir vider de l'air par là? C'est encore très confus, mais ça fait un peu son chemin, cette idée-là. Et du coup, c'est le danger d'avoir un airlock ici, de libérer de l'air et d'avoir une poche de gaz. C'est-à-dire que quand l'air va s'enfuir quelque part, elle va aspirer en même temps un peu du gaz, plus une flamme de quelqu'un qui viendrait voir. On va avoir un mélange détonnant, un carburant, comburant et chaleur, et boum. D'où l'expression peut-être d'une des figures du Graal de Rochefoucauld qui met qui attire l'attention sur un risque d'incendie, voire même d'explosion. Voilà, bon alors ça c'est vraiment pour le futur, c'est vraiment qu'une hypothèse de départ, je suis vraiment pas convaincu de ça, mais bon, il faut bien chercher dans une direction. Voilà, allez, c'est tout pour moi aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter et à partager.